Bonjour Adrien Clouet. Bonjour. Vous êtes député LFI de Haute-Garonne. Alors on a l'impression, et dites-moi si je me trompe, que ces JO vous rendent un petit peu chagrin à la France insoumise, que ce n'est pas vraiment votre tasse de thé. Pourquoi je dis ça ? Est-ce que vous avez, vous, le sentiment, comme votre collègue député Arnaud Saint-Martin, qu'il s'agit là d'une régression nationaliste ? C'est pas ce qu'a dit M. Saint-Martin. Il a déploré qu'il y avait un cadre où parfois on ne regardait pas les performances humaines de sportifs parce que c'était pas français. Bon, c'est une critique qui me paraît légitime. Vous avez l'impression qu'on ne regarde pas les performances humaines des autres Ça peut être le cas dans certaines disciplines et je remarque qu'aujourd'hui le cadre est un peu modifié et c'est tant mieux. Et j'en profite pour saluer les 5 Toulousains qui sont encore en lice pour avoir des médailles. Alors, vous n'êtes pas si chagrin que ça me rassure. Néanmoins, une autre question. À la veille des JO, vous aviez aussi, à la France Insoumise, annoncé le lancement d'une commission d'enquête populaire pour mesurer les implications sociales, économiques, écologiques de la compétition. Vous vouliez auditionner des syndicats, des associations, des chefs d'entreprise, une sorte de commission d'enquête parlementaire, mais sans la légitimité qui va avec. Ça m'interroge, où ça en est aujourd'hui ? Eh bien, les députés franciliens sont sur le pont, sont en train de travailler là-dessus. Je veux juste prendre un exemple, peut-être pour que les auditeurs comprennent bien l'importance de cette commission d'enquête. Aujourd'hui, à Paris, on n'a plus le droit de faire des maraudes, c'est-à-dire venir le soir donner de l'alimentation ou des soins à des personnes sans domicile fixe. Aujourd'hui, à Paris, il n'y a plus de points pour se laver, pour être nourri, y compris pour les bébés qui sont à la rue. Ça fait partie des conséquences sociales concrètes de ces Jeux Olympiques que je déplore. Et je ne suis pas le seul à le déplorer. Beaucoup des personnes, y compris dans les forces de la sûreté, chez les gardiens de la paix, déplorent de devoir aujourd'hui consacrer du temps à un nettoyage social de la capitale. Mais vous n'avez, en dehors du cadre parlementaire, aucune autorité pour contraindre qui que ce soit à être auditionné ou à répondre à vos questions. Et ce qui peut laisser penser que ce que vous faites, c'est juste de la com'. Non, à chaque fois qu'on rencontre des gens pour discuter avec eux, pour discuter avec elles, c'est pour avoir de l'information et la rendre publique. Il y a beaucoup d'associations qui ont envie de discuter aujourd'hui. Il y a beaucoup de syndicats chez les pompiers, dans la police, des représentants dans la gendarmerie, qui ont envie de discuter de leur expérience des JO et je pense que c'est d'utilité publique. Alors vous parliez de la police. Peut-on se féliciter aujourd'hui de la sécurité autour de cette compétition ? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui remercier les forces de l'ordre qui sont mobilisées en nombre ? Jusqu'à 45 000 policiers et gendarmes. Évidemment qu'on peut remercier toutes les personnes qui assurent la sûreté, police, gendarmerie, vous l'avez dit, mais soignants également, à l'hôpital, mais pas que, sapeurs-pompiers. Il y a beaucoup de métiers qui sont sur le pont. Mais enfin, moi, je commence à en avoir un petit peu marre quand même qu'on demande uniquement d'applaudir aux fenêtres les gens. Si on est reconnaissant à des professionnels qui donnent des heures et du temps sans compter, qui s'engagent sur le terrain, il faut aussi les payer correctement. Parce que là, c'est le nerf de la guerre. Alors on peut venir dire bravo, merci, mais moi, ce que je demande, c'est qu'on les paye correctement. Je prends juste quelques exemples. Je pense que 80%... les policiers, par exemple, ont négocié des primes. Prenez l'exemple des primes des polices. Les primes de la police, elles ne sont pas financées sur le budget des JO, elles sont financées sur le budget du ministère lui-même. Ce qui veut dire que ce qu'on leur donne aujourd'hui en prime leur sera pris demain. Je ne trouve pas ça normal. Un autre exemple, les pompiers. Les sapeurs-pompiers qui sont aujourd'hui au statut de volontaires, qui sont professionnels mais qui sont engagés en volontaire aujourd'hui dans les JO, ne toucheront pas la prime dédiée. Quant aux soignants, c'est à peine 20% d'entre eux qui auront le bénéfice de la prime des JO. Je ne trouve pas ça normal. Donc, applaudir, dire merci, c'est bien, mais il faut considérer les gens et les rémunérer à leur juste valeur. Est-ce que ce n'est pas la preuve aussi aujourd'hui qu'on a besoin de plus de police dans nos rues en France quand on voit Paris, qui a un visage totalement différent de celui du reste de l'année ? Je ne sais pas si c'est lié au nombre de policiers. Ce n'est pas le nombre qui fait l'affaire. Si on se balade dans Paris, on s'en rend très vite compte. Si on se balade dans Paris, on se rend compte que beaucoup de gens ne sont plus là. Et puis surtout, ce que je déplore et ce que déplore aussi une bonne partie des gardiens de la paix, c'est qu'il y a eu un tri social qui a été effectué. Nous, par exemple, à Toulouse, il y a des centaines de personnes sans domicile qui ont été expulsées de Paris pour être mis dans des centres d'hébergement de notre ville. Eh bien, je ne pense pas que la solution aux problèmes parisiens, ce soit de rejeter les plus pauvres et les plus miséreux en dehors de la ville. Fallait-il organiser des épreuves dans la Seine avec le prix que cela nous a coûté, 1,4 milliard d'euros, et toute l'incertitude et la suspicion que cela génère, notamment chez les athlètes ? Bon, moi, je ne suis pas un expert en biologie pour juger de la sécurité des athlètes. En revanche, j'entends ça a déstabilisé la compétition. Voilà, j'entends bien qu'il y a un débat. Ce que je trouve, disons, dommage, c'est qu'on avait 6 ans pour se poser la question de la qualité de l'eau, de l'organisation des Jeux. On a su 6 ans avant qu'on allait les organiser. Il me paraît étonnant qu'on se mette 2-3 mois avant les épreuves à se poser les vraies et les bonnes questions. Voilà, moi je m'arrêterai là par souci de prudence parce que je ne veux pas engager une parole publique sur un sujet qui est finalement scientifique.
Un mot également sur les menaces de mort qui ciblent les organisateurs de la cérémonie d'ouverture des JO. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Paris. Vous leur apportez votre soutien ce matin ? Évidemment, pas qu'organisateurs. Vous aurez bien vu que c'est les organisateurs, M. Joly et d'autres, mais aussi des participantes et des participants. Notamment beaucoup de personnes qui sont ciblées parce qu'elles sont gays, lesbiennes ou drag queens. Beaucoup de personnes qui sont ciblées en raison de leurs origines réelles ou supposées. Donc il y a effectivement une vague de haine raciste, LGBT-phobe, transphobe qui se joue dans ces jeux et qu'on ne peut à la fois que déplorer et on espère à la fois la protection des personnes concernées. Et je suis là pour évidemment leur donner non seulement mon amitié, mon respect, mon admiration pour ce qu'elles et ce qu'ils ont pu faire dans cette cérémonie, parce que ça, c'est vraiment la France nouvelle, cette France qui a des origines de partout, cette France qui sait être transgressive et qui sait ne pas répondre au fouet de l'ordre moral. Je les salue. On va parler politique à présent, à refermer cette page sur les Jeux Olympiques. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois d'embarrasser vos camarades du nouveau Front populaire ? Alors je ne parle pas de vous personnellement, mais de la France insoumise, notamment à travers vos positions sur la situation au Proche-Orient. Je pense à la députée insoumise Sophia Chikirou, qui a publié sur son compte Instagram en fin de semaine des textes qui rendent hommage au chef du Hamas tué dans un bombardement. Ismaël Haniyeh y est présenté comme un martyr, comme un chef résistant. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Non, c'est pas ce qui s'est passé. Alors vous voyez comment. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Vous voyez comment ça marche Instagram. C'est-à-dire il y a des publications. Non, mais je le dis pour tous les gens qui nous écoutent parce que c'est pas évident les réseaux sociaux. C'est pas toujours évident. Il y a ce qu'on appelle des stories, c'est-à-dire on peut mettre qu'une image à la fois. Et Madame Chikirou, le jour de cette exécution, a repris un ensemble de communiqués de presse différents, de différentes sources. Parce qu'en fait, elle fait un travail qu'elle fait d'ailleurs à chaque fois qu'il y a un événement géopolitique. Elle confronte différentes sources, elle reprend ce qui est publié par différents camps. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'en général, lorsqu'on fait de la politique, on a plutôt intérêt à lire les communiqués de presse des adversaires. Moi-même, à plusieurs reprises, j'ai repris les communiqués de presse israéliens, dans des moments où je ne suis pas d'accord, pour les commenter, pour dire regardez ce qui est publié, pensons-y. Elle l'a fait de la même manière. Qu'est-ce qu'elle a publié en même temps ? Elle a publié les différents collectifs Urgence Palestine, elle a publié le communiqué que vous évoquez, et elle a publié l'interview de M. De Villepin, qui rappelait, c'était ça le point de conclusion, qui rappelait que la cause palestinienne était une cause de gauche laïque, qui avait été, depuis quelques années, sous l'emprise de mouvements islamistes qui ont réussi à se faire une place plus grande au détriment de l'OLP. Donc ce qu'a fait Mme Chikirou, c'est ça, elle a mis 6 ou 7 sources différentes qui apportaient des regards sur cette exécution, elle a conclu par la parole de M. De Villepin. Je veux bien, mais cela n'a pas plu à Olivier Faure, le patron du PS. Il dénonce des provocations qui ont pour seul effet de susciter des polémiques qui minent le travail collectif. Cela n'a pas plu à Carole Delga, présidente de la région Occitanie. En relayant les hommages au chef du Hamas, la députée fait l'apologie du terrorisme et se fait le porte-voix de la haine des Juifs. Voilà ce qu'elle dit. Moi, ce que je vous dis, c'est que Mme Chikirou, dans ce qu'elle a partagé, elle a partagé des condamnations en story du Hamas par M. De Villepin ou aussi par. C'était une erreur, c'était maladroit, c'est une erreur politique parce que il y a en enjeu derrière tout ça votre capacité à travailler finalement avec le PS, Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous croyez vraiment que quand moi je reprends un communiqué de presse de M. Netanyahou pour le commenter, je dis voilà ce que dit M. Netanyahou, puis en story suivante, voilà ce que j'en pense. Vous croyez vraiment que ça veut dire que je valide M. Netanyahou ? Bien sûr que non. Je le reprends parce qu'il faut que les gens sachent ce qui est dit. Les sources primaires, c'est important. Vous êtes journaliste, vous le savez bien. Il faut prendre la source primaire, ensuite la commenter. C'est ce qu'elle a fait là. Alors, n'importe qui sur une story, quand on reprend une source primaire, on ne la commente pas forcément en même temps, ce qui peut générer des ambiguïtés, une incompréhension. C'est la raison pour laquelle je vais expliquer comment marche Instagram pour qu'on soit bien sûr de saisir. Adrien Clouet, après les JO, quel Premier ministre ou quelle Première ministre pour la France ? J'ai le sentiment que le nom... Première ministre. J'ai le sentiment, en tout cas, malheureusement pour vous, que le nom de votre candidate, Lucie Castet, a été rapidement évacué par l'Élysée, qu'on est plutôt en train de chercher du côté de la droite ou du centre-droit. Ce sont les noms de Laurent Wauquiez, de Xavier Bertrand, qui circulent beaucoup en ce moment. Eh bien, moi, je vous les évacue sur votre plateau. Non, écoutez, on est dans un régime... Le problème, c'est que c'est Emmanuel Macron qui prendra la décision. C'est Emmanuel Macron qui se soumettra aux institutions. Et un président dans ce pays, ça fait maintenant 100 ans qu'on a l'expérience depuis M. Millerand, un président, il se soumet ou il se démet. Et donc, M. Macron doit... C'est la nature des institutions, c'est la nature de la démocratie. Il doit nommer à Matignon la force qui est arrivée en tête aux élections. Pas de plan B pour le nouveau Front populaire, pas de plan B. Le plan B, c'est également Mme Castet, c'est aussi le plan C, le plan D, le plan E. Donc, M. Macron, il doit céder. Il a perdu des élections coup sur coup. Donc, ça suffit, ce type d'opération autoritaire. Et vous remarquerez que toute la presse étrangère témoigne de son incompréhension. C'est une première en France qu'un président de la République essaye de faire barrage au vote populaire. Ça, je ne l'accepterai pas, ni aujourd'hui, ni demain. Le ministre démissionnaire du budget, Thomas Cazenave, a-t-il raison de préparer un budget malgré le statut démissionnaire du gouvernement ?
Bien sûr que non, il a raison de préparer des fiches pour ceux qui vont arriver après et de ne pas les mettre à la broyeuse, mais il n'a rien à faire à préparer un budget car il ne sera pas en charge du budget. Il a perdu lui aussi les élections comme tous ses petits camarades et donc ils n'ont aucune espèce de légitimité pour préparer des budgets. D'autant plus qu'on a bien vu les premières pistes. C'est coupé dans les hôpitaux, c'est coupé dans la santé publique, c'est coupé dans les écoles. Donc si ce qu'ils veulent nous faire, c'est du Macron en pire après avoir perdu les élections, ça suffit. Je voudrais qu'on évoque maintenant ensemble la situation en Grande-Bretagne. Le pays est confronté à des émeutes inédites depuis 13 ans. Le point de départ, c'est cette attaque atroce au couteau à Southport, un jeune homme de 17 ans dont les parents sont rwandais qui a tué 3 fillettes dans une école de danse. Aujourd'hui, beaucoup de manifestants font un lien avec la situation migratoire dans le pays. Leur slogan, c'est « Enough is enough ». C'est assez, ça suffit, si je peux le traduire ainsi. Est-ce qu'il y a un malaise aujourd'hui dans la société britannique? Est-ce que vous l'entendez aujourd'hui, ce malaise autour de la situation migratoire, même si on se détache de ce fait terrible qui s'est déroulé dans cette école de danse? Quelle est votre analyse? Mon analyse, en l'occurrence, c'est celle qui est partagée par la plupart des experts du sujet en matière de sûreté intérieure. C'est-à-dire que ce qu'on a en ce moment au Royaume-Uni, c'est un ensemble d'organisations d'extrême droite, notamment la Ligue de défense anti-immigration, comme elle s'appelle, qui ont diffusé des fake news dès le début pour faire croire qu'il y avait des attaques de grande ampleur et plusieurs personnes qui seraient issues de l'immigration qui auraient conduit une attaque. La plupart des informations données étaient fausses, mais elles avaient pour objectif strict de mettre des gens dans la rue et d'exercer de la violence. Parce que ce à quoi on assiste depuis maintenant plusieurs jours, c'est des ratonnades. C'est des personnes qui se font tabasser dans la rue. Pas que, il y a aussi des manifestations. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est mais les gens ont le droit de manifester. En revanche, ce qui se passe aujourd'hui comme sujet majeur, c'est que des gens sont agressés dans la rue, sont battus, et pour l'instant, il n'y a pas eu de gens qui ont été battus à mort, mais enfin sont battus et laissés grièvement blessés parce que ils ou elles ont des origines étrangères, parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau. Donc on a des manifestants qui viennent s'en prendre à des gens dans la rue au hasard. Et ça, c'est inacceptable. Vous avez raison avec fermeté. Il faut le condamner avec fermeté. Vous avez tout à fait raison. Néanmoins, est-ce qu'au sein de la société britannique, il n'y a pas un problème avec la question migratoire en ce moment pour qu'il y ait une telle explosion aujourd'hui avec ce phénomène qui a été une étincelle finalement? Non, ce n'est pas la faute des gens qui sont tabassés s'ils sont tabassés. Le problème qu'il y a aujourd'hui, j'entends bien, bien sûr. Oui, mais en même temps, c'est un petit peu lié quand même, puisque c'est le nerf de la guerre. En l'occurrence, on a des manifestations violentes qui s'en prennent à des personnes parce qu'elles sont d'origine étrangère. Donc, en aucun cas, vous me ferez dire que c'est la faute des personnes d'origine étrangère parce qu'elles sont agressées. C'est la faute de mouvements et d'organisations d'extrême droite qui attisent la haine, qui encouragent à passer à l'acte et qui encouragent des voies de fait. Mais il faut évidemment le rappeler, c'est quand même pitoyable de devoir le faire en 2024, que c'est pas par le meurtre qu'on solde des meurtres. Donc dès lors qu'il y a eu des meurtres qui ont été commis, la personne doit être arrêtée, elle doit être jugée et elle doit avoir les poursuites pénales et l'incarcération. On va revenir en France, Adrien Clouet, et parler d'un sujet qui vous concerne. La France qui connaît chaque été des vagues de canicule. Vous voulez remettre sur la table une proposition de loi sur la chaleur au travail. Le droit du travail n'est pas suffisant aujourd'hui, quand par exemple on a une alerte rouge, la charge de travail, les horaires et l'organisation du travail doivent être aménagés par l'entreprise en temps normal. Tout à fait. Pourquoi? D'abord parce qu'à une très forte chaleur, il y a des risques pour les personnes qui sont concernées. Alors, si vous êtes au travail et qu'il fait trop chaud, vous avez la vigilance qui baisse, vous avez des risques d'arrêt cardiaque, de déshydratation, d'épuisement, etc. Tout ça met des gens en danger et chaque été, des personnes décèdent sur le lieu de travail parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Beaucoup de pays dans le monde, y compris des pays voisins, je pense à l'Espagne par exemple, ont une législation qui dit à un certain seuil de température, il faut soit suspendre le travail, soit aménager des pauses. Nous, c'est ce qu'on propose. On s'appuie sur l'IRSN, un institut en France qui s'occupe des risques, notamment des risques sanitaires sur le lieu de travail, qui dit que au-delà de 28 degrés prolongés sur un poste de travail, les gens sont un petit peu en danger. Au-delà de 33 degrés, le danger est majeur. Donc, on redépose un texte de loi disant qu'il faut des temps de pause légaux et obligatoires à une température qui est trop chaude, une température excessive, et qu'il faut aussi habiliter l'inspection du travail à interrompre une activité, par exemple un chantier, lorsque la température est excessive pour protéger les gens. Et d'ailleurs, j'en profite pour inviter tout le monde à lire. Vous avez dans le dernier numéro de la revue dessinée un très beau docu, en fait, qui justement s'intéresse aux questions de chaleur au travail et revient sur les blessures, les décès et les dangers pour les personnes concernées. Donc j'espère que ce texte de loi sera examiné et qu'on pourra enfin, en France, faire comme en Espagne, faire comme à Chypre, faire comme des pays du Golfe et avoir une législation dans la matière qui est protectrice des salariés et dit qu'au-delà de 33 degrés, c'est une mise en danger des gens. Et c'est le mot de la fin, Adrien Clouet. Merci infiniment. Vous êtes député LFI de Haute-Garonne. Merci d'avoir accepté notre invitation sur CNews et Europe 1.